Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devra être dit sera dit. C'est bien, ils suivent. Alors regardez avec nous ce soir. Nous avons Franck Quedru, nous avons Sylvain Charlet de France Bleu Nord et nous avons Rémi Buzine de Brut. Alors avant de commencer, les copains, déjà, on va s'excuser parce que logiquement, Eric Sicora a été prévu pour participer à l'émission aujourd'hui, mais nous sommes, au moment où on enregistre, nous sommes le 4 février. Et qu'est-ce que c'est le 4 février ? Son anniversaire. Ouh là là, c'est une surprise. C'est l'anniversaire de Captain Sico. Donc voilà, il s'excuse. C'est la fête. Et c'est la fête chez lui. Là, je te dis pas, c'est Champomy, ça y va. Boum, 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 boum. Ils ne sont que 6. Ils ne sont que 6, on tient à rassurer. Et masqué. Bien évidemment. Ouais. Bon, les amis, une nouveauté. Vous allez découvrir quelqu'un, tout comme les supporters. Son identité est secrète. Personne est au courant de ce qui se passe au moment où je vous parle. Nous allons accueillir un nouveau consultant de la Dream Team. Et ce nouveau consultant, vous ne le verrez pas, mais vous allez l'entendre. Je vous présente Monsieur Lance-Foot. Bonjour, Monsieur Lance-Foot. Bonsoir à tous. Ici la voix. Non, je rigole. Salut à tous. Merci de m'accueillir dans cette formidable émission. Et ça commence bien. J'y ai cru, moi. Bon, Monsieur Lance-Foot, c'est donc, vous l'avez compris, la voix de l'émission. C'est lui donc qui fera en fait le lien entre les réseaux sociaux et nous, donc pendant l'émission. Et vous allez voir, c'est lui également qui fera un point très régulier sur les stats. Optagent n'a qu'à bien se tenir, vous allez voir. C'est Monsieur Opta. Et du coup, tu vas faire quoi, Cyril, alors ? Ben moi je vais rien faire. Moi je vais rien faire du tout. Je vais vous poser 2-3 questions, emballer, c'est peser, et je vais vous regarder. Je vais regarder les maîtres. Donc voilà. Donc Monsieur Lance-Foot avec nous dorénavant tout au long de l'émission. On le retrouvera dans quelques minutes. Au menu de ce Lance-Foot, le débrief de ce match un peu fou face à l'OM. On était à 2 doigts d'assister à une remontada. Demander le programme. Lens-Rennes, prochain adversaire. Gros match en perspective ce week-end. Rennes 5e avec 37 points. Lens, donc, on est 7e avec 35 points. Match très important. Le jeu des pronostics, soyons clairs, c'est encore un tollé général. Je vous le dis tout de suite. Vous avez été mauvais, sauf un. Il y a un seul consultant qui marque 1 point. Qui est-il ? Vous le saurez dans le jeu des pronostics. Et puis au menu cette semaine de l'Actu Lens Foot, on va saluer le beau geste du boss Joseph Augourlian. On s'arrêtera aussi sur les prolongations de contrat et le message fort de la direction avec Sylvain Charlet va tout nous expliquer. Et puis on reviendra sur les droits télé, parce que c'est tombé là au moment où on enregistre l'émission, c'est tombé il y a quelques minutes, donc forcément on en parlera tout à l'heure avec les consultants. Mais pour le moment, tiens, on a un premier message de Twitter, Monsieur Lance-Foot, je crois. C'est ça, ouais. Il y a Lefebvre Michael qui se fait un petit café crème déjà pour son anniversaire et aussi pour la légende, le GOAT. Et Eric Sicora. Alors je lis. Je voudrais m'adresser à un propre café crème pour mon anniversaire, celui de Captain Sico, avec qui j'ai l'immense honneur de partager la même date d'anniversaire. Mais pas le même année, je suis un peu plus jeune. Joyeux anniversaire, monsieur Eric Sicora. Joyeux anniversaire, Captain Sico. On lui fait de grosses bises, bien évidemment. Lens Foot, épisode 19, c'est parti et on démarre avec le café crème et le tacle par derrière. Jingle. Lens Foot. Le café crème et le tacle par derrière. Alors, qui a été élu café crème de ce match ? Comme chaque semaine, vous le savez, on pose un sondage sur Twitter. On y va. Monsieur Lance-Foot, le résultat de ce sondage ? Alors, c'est Seko Fofana qui est élu café crème de la rencontre, d'une courte tête, devant Florian Sotoka et Jonathan Klaas. C'était très serré, les trois sont démarqués. Il y a aussi quelques joueurs qui ressortent, comme Medina ou alors le coach. Eh ouais, forcément, Franck Hez et Jonathan Klaas, on va en reparler. Il ne lui manque à Seko Fofana, les amis, qu'un but pour que son match soit fantastique, parce que quand on regarde les stats, c'est 72 ballons touchés, 86% de précision de passe, 3 frappes, 4 interceptions et 4 fautes subies. Rémi Buzine qui est en train de se geler parce que Rémi Buzine, je vais vous dire, il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui, il est dans un square parisien sur un banc public.
Exactement. J'étais en reportage pour parler de la distribution alimentaire pour étudiants et j'ai pas eu le temps de rentrer. Et il est 20h20. Vas-y, Rémi, alors la prestation de Seko Fofana. Seko Fofana, franchement, une montée en puissance. Et puis en fait, on se rend compte que dans ce type de match, dans ce type d'affiche-là, il montre tout l'étendue de son talent. C'est vrai qu'il a été très bon. Alors, parfois, certains vont critiquer le fait qu'il y a certaines pertes de balles, etc. Mais c'est parce que derrière, il y a un volume de jeu, de tenter des choses, d'être omniprésent dans la création qui est là. Et moi, j'ai trouvé son match absolument merveilleux. Franchement, très bon match. Juste quelques déchets, mais c'est franchement anecdotique par rapport à tout ce qu'on a pu voir durant la rencontre, quoi. Sylvain, quand Seko Fofana aura le déclic mental et marquera son premier but, peut-il devenir encore beaucoup plus redoutable qu'il ne l'est aujourd'hui? Parce qu'il lui manque plus que ça. Oui, je pense qu'il lui manque quelques petites choses. Après, on peut considérer aussi qu'il a déjà marqué. Parce que rappelez-vous, face à Montpellier, sa frappe, si je ne dis pas de bêtises, elle va sur le poteau et elle est renvoyée par le dos d'Omelin. Donc je me dis, celui-là, on peut lui accorder quand même. Non, oui, je pense que ça peut déclencher quelque chose. Après, c'est vrai que les joueurs, ils sont toujours assez portés sur les stats. Et souvent, les joueurs offensifs, ils font vraiment très attention à ça. Donc oui, je pense qu'il a juste besoin de ça pour se rassurer. Mais là, il est déjà au-dessus. Enfin, il navigue au-dessus de nombreux joueurs de Ligue 1 dans l'entrejeu. Il est juste phénoménal. Enfin, à un moment, en début de match, il fallait se contrôler un peu hier parce qu'il aurait pu prendre un rouge avec un arbitre un peu plus pointilleux. Début de match, il fait une sortie dans les pieds de Thauvin. J'ai dit, oh là là, attention. Mais bon, voilà, il a du jus, il a du gaz et voilà, ça c'est bon et c'est mauvais côté. On reviendra sur l'arbitrage tout à l'heure. Franck, un mot sur sa presta à Seko. Non, j'ai envie de dire là, il va être incontournable. Maintenant, c'est clair que l'équipe va tourner autour de lui et de Gaël, en fait. Moi, j'ai envie de dire, tu as deux joueurs que tu mets d'office, peut-être avec Jean-Louis dans les buts. Et après, on a vu que derrière, ça tournait quand même s'il n'y avait pas Loïc, même s'il n'y avait pas eu Grady aujourd'hui. Voilà. Mais je pense que milieu, Fofana et Gaël, ça reste deux éléments que tu vas mettre jusqu'au bout, quoi. Ouais, que tu mets sur la feuille de match d'office, les premiers noms que tu coches sur la feuille de match, c'est ceux-là, quoi, pour toi. Je pense, ouais. Le café crème des consultants, tiens, on va s'arrêter maintenant à Franck, qui a décidé de payer un café crème à un homme dont on parle énormément depuis quelques semaines. C'est l'incontournable coach Franck Hez. Mais t'es pas le seul, mon cher Franck. Il y a aussi des supporters, monsieur Lance-Foot. Ouais, tout à fait. Il y a Anthony qui nous dit Franck Hez. Passer à 4 derrière à la mi-temps, ça c'est du choix. Sortir des habitudes, c'est ce qu'il fallait pour revenir. Et on voit bien que l'OM n'a pas eu une seule séquence de possession intéressante en deuxième mi-temps. Il a fait un coup de maître, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain? Pardon, j'ai pas entendu la fin. Le coup de maître de Franck Hez, le fait de passer à 4 derrière à la mi-temps, c'est un coup de maître du coach? Oui, c'est forcément intéressant. Là, encore une fois, il démontre qu'il est capable, dans un même match, de changer de stratégie. C'était quelque chose que l'on évoquait en tout début de saison en disant, voilà, il a un système en 3-4-1-2. Est-ce qu'il va être capable d'évoluer? Il avait déjà démontré qu'en cours de match, il était capable de le faire. Et là où c'est intéressant, c'est que les joueurs le disaient après le match, on n'avait pas travaillé cette adaptation de système dans la semaine. Et donc, quand à la mi-temps, il y a une forme d'improvisation, mais les joueurs sont tellement convaincus par ce que propose le coach et le staff technique qu'ils sont capables de s'adapter à quelque chose qu'ils avaient déjà mis en place pendant la saison. Mais là, d'un seul coup, à la mi-temps, on change la donne. On n'a pas travaillé pendant la semaine. Donc, pour moi, à la fois, c'est une réussite de Franck Hez sur le coup, mais c'est une réussite aussi pour son management. Ça démontre que les joueurs l'écoutent les yeux fermés et qu'ils iraient le terme est un peu fort, ils iraient à la guerre pour lui. Franck? Non, tout à fait. Moi, je trouve que ces changements et son changement tactique surtout, voilà, comme vous l'avez dit, c'est passé à 4. Donc, si en plus ils l'ont pas travaillé, c'est compliqué. Mais ça a semblé facile et ça a semblé travailler. C'est ça qui est fantastique en fait. C'est que on a vu un bon lance en première mi-temps, mais sans réussite en fait. Mais ce changement-là, et j'ai une image en tête quand je regardais le match. C'est Valère Germain qui vient parler au coach. Il dit on comprend rien. Ils sont là, il y en a là qui décrochent. Ils sont entre les lignes. On ne sait plus qui prendre qui. Et en fait, c'est exactement ça. L'animation qu'ont mis les joueurs de Lens, que ce soit en 4-4-2 ou en première mi-temps, sauf qu'en 4-4-2, et je trouve que le changement d'entrée, sortir Michelin
C'était logique pour moi, parce qu'il était un peu en dessous, j'ai trouvé. Mais faire rentrer Kalimundo, ça a été voilà. Et d'entrée, premier ballon, bim, centre, déviation de Banza, but. Et tout de suite, ça te met dans le bain et tout de suite, ça te conforte dans ton choix et de dire voilà, là, j'ai fait le bon choix. Et les joueurs, tout de suite, comment dire, On va adhérer. adhérer, ouais, c'est ça. Rémi, à ton avis, qu'est-ce qu'il a pu dire, Franck Hez, à la mi-temps? Qu'est-ce qu'il a pu dire? C'est difficile quand on n'étant pas dans le vestiaire, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tout cas, il arrive toujours... Débrouille-toi. J'adore cette question. C'est pas évidente comme question, mais en tout cas, ce mais qu'on peut voir, mens, c'est t'y que... étais. Mais il arrive toujours à insuffler quelque chose, c'est ça. Moi, je me souviens, lors du match à Marseille, il y a quelques semaines, il y avait Sotoka qui disait à la mi-temps, il nous a insufflé quelque chose pour continuer d'y croire, pour continuer de presser. Et c'est comme ça que son discours n'est pas étrange à cette deuxième mi-temps où on est très différent de cette première. Ce qui est bien, c'est cet état d'esprit. On arrive toujours à se dire en regardant le Racing Club de Lens que même en étant mené 2-0 à la pause, tu te dis que Lens peut revenir. C'est ça qui est bien. Et c'est ça depuis le début de saison. C'est-à-dire que des fois, tu es mené 2-3-0, tu te dirais, mais il y a plein de fois où tu irais éteindre ta télé et te dire c'est terminé. Et en fait, non, ce Racing-là, il lâche jamais rien. Donc, il y a comme à Lyon. À Lyon, par exemple, il y a eu Reims aussi, où tu te dis qu'avec ce Racing, tout est possible. Et c'est sûr qu'à la mi-temps, il a dû leur au moins insuffler un discours positif en disant qu'il fallait continuer d'y croire. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que moi, par exemple, à 2-0 à la mi-temps, on devrait se dire, c'est compliqué, voilà. Et au final, non, on continue d'y croire. Et puis on réduit le score au bout d'une minute et ça change totalement la physionomie du match. Donc bravo à lui. Je pense que c'est une question d'état d'esprit qu'il a réussi à insuffler et ça joue aussi sur les joueurs. Ce que disait Sylvain il y a quelques instants, ils sont prêts à aller à la guerre pour lui, mais c'est presque pas une expression de trop. Ouais. Sylvain. Mais en fait, il y a aussi un ou deux exemples par rapport à ça. Dernièrement, je discutais avec un des membres du staff qui faisait un comparatif entre le match de Marseille et le match de Lille. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, au match aller à Marseille, certains se sont dit, mais Marseille n'a rien préparé parce qu'ils se sont fait surprendre tactiquement par les Lensois. Ils se sont dit, non, mais là, ils ne nous ont pas lus. Face à Lille, dans le derby, ils se sont retrouvés face à un coach qui utilise la vidéo à fond, c'est Christophe Galtier. Et Christophe Galtier, en fait, dès le début du match, il avait compris, par exemple, que Jonathan Grady, il avait tendance à aller chercher vers l'extérieur et donner des ballons à Klos. Et donc, en fait, la consigne, c'était d'empêcher Jonathan Grady de jouer vers l'extérieur, de l'obliger à faire des passes vers l'intérieur. Et en fait, Joe Grady s'est retourné vers le banc et le coach lui dit, t'inquiète, j'ai compris, j'ai vu. En fait, il avait tout de suite vu le truc. Il avait capté le truc. Bon, après, c'est un tacticien, mais c'est-à-dire que les mecs lui font confiance parce qu'ils savent qu'il bosse au maximum ses matchs avec le staff technique et que même, parce que c'est important, Franck Hez n'a jamais joué au plus haut niveau. Il a 300 matchs en Ligue 2, mais il n'a jamais joué en Ligue 1, il n'a jamais joué en Coupe d'Europe et tout. Mais voilà, c'est un bosseur avec des idées, avec une philosophie, avec un staff qui le suit et des joueurs donc il écoute les yeux fermés. Et à la mi-temps, je pense que quand il prend la parole, s'il prend la parole, tout le monde l'écoute en fait. Parce qu'ils savent qu'on peut lui faire confiance, parce qu'il a démontré depuis le début de la saison qu'on pouvait y aller à fond avec lui et qu'il a une philosophie en gros. On va venir, on va jouer. Et même quand parfois ça n'allait pas, on a continué à jouer. Et les faits lui ont donné raison. Donc, je le redis, ils y vont les yeux fermés pour lui. Ouais, mais c'est dans les deux sens, Sylvain. C'est parce qu'aussi, il est à l'écoute. Très bon manager. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Parce que moi, je l'ai vu évoluer, pas avec le staff pro, mais avec la réserve quand j'étais au Racing et que je naviguais un peu entre les équipes pour aider à l'entraînement. Et c'est vrai que les joueurs n'ont pas peur de communiquer avec lui, en fait. Tu veux dire à quel niveau pour tout. Parler quand il y a un truc qui ne va pas Voilà, de dire, voilà, coach, il y a un truc qui ne va pas, et il est très à l'écoute et il essaye de trouver la solution d'ensemble pour convenir à des petits problèmes individuels, en fait. Ouais. Parce qu'en plus, il est très pointilleux, en fait. Il est à l'écoute, mais il est rigoureux, mais il est perfectionniste. Donc, il demande la même chose à ses joueurs. On va changer, on va passer maintenant au café crème d'Éric Sicora. Malheureusement, le Eric n'est pas là, mais il voulait payer un petit café crème à Médina. Alors, on va donner la parole à Rémi Buzine, parce qu'en plus, il est dehors. Et là, avec son... et tu me donnes froid, Rémi, mais tu me donnes froid. C'est pas si froid en fait. C'est vrai? Ça va.
Café crème donc pour Medina. Medina qui revient à son niveau de forme. C'est de bon augure, hein, Rémi, pour la suite, ça. Ah mais ça c'est super parce que c'est vrai que ces dernières semaines on était très critiques à juste titre à son encontre. C'est-à-dire qu'il fait un très bon début de saison et depuis quelques mois, on parlait justement du moment où il était sélectionné en équipe d'Argentine, il était un peu en dedans et puis là il fait un match hier où il est très bon, très rigoureux. Alors c'est parfois toujours un peu limite dans l'engagement mais ça on l'a toujours connu comme ça. Et non, très bon match de sa part, c'est récompensé par un but en plus où on se demande qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là, à ce moment-là. Enfin, tu te dis mais il joue neuf, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis non mais super. Franchement, c'est bien. Espérons que ça lui permette de reprendre confiance. On est peut-être aussi en période post-mercato. Du coup, la déception ou les tractations qu'il y a pu y avoir sont peut-être mises de côté. Et là, il est focus sur la fin de saison. Il se remet en confiance et c'est bien parce qu'on aura besoin de lui. On aura besoin de lui à ce niveau-là. Parce qu'on voit que défensivement, il y a eu c'est parfois un peu compliqué sur certains matchs. Et donc, si on a un Medina qui revient au top, tant mieux. Alors, moi, j'aimerais connaître, avant de continuer à parler de Medina sur ce match face à Marseille, j'aimerais connaître ses stats. Est-ce qu'on a les stats de Medina, monsieur Lance Foot? Ouais, bien sûr. Concernant Medina, du coup, cette voix envoûtante. Ici, la voix. La voix. Tu sens. Sur ce match, Facundo Medina, il a touché 104 ballons. Il a touché 104 ballons, preuve qu'il a été omniprésent dans le jeu. Sur ces 104 ballons, il a réussi 84% de ses passes. Il a donc effectué, il a marqué un but. Il a bloqué donc trois tirs, donc trois interceptions. Et donc il a aussi effectué donc plusieurs longs ballons. Et sur ces longs ballons, sur 20 longs ballons tentés, il en a réussi 11. Donc c'est plutôt pas mal. Énorme. Est-ce que tu as le pourcentage de duels gagnés surtout? Il en a gagné. C'est important. Ouais. Alors donc les duels aériens, donc il en a eu à jouer 2, il en a gagné 1, donc 50%. Et les duels au sol, il en a gagné que 2 sur 6. Mais on l'a pas forcément vu dépasser sur ce match, je pense. Ouais, après quand il y a eu faute, c'est compté comme perdu, ouais. Alors, vous avez vu un petit peu le Optajan, il a du souci à se faire, les gars, avec Monsieur Lance Foot. Hein, je vous le dis. C'est fini pour Optajan. Je vais essayer de le piéger, t'inquiète. L'émission n'est pas finie. Un mot sur donc Medina qui revient à son niveau qu'il avait en début de saison. Là, ça y est, ça commence à sentir bon, Franck. Non, tout à fait. Là, je l'ai vu vraiment défendre en avançant, en fait. Il a été vraiment physiquement, il a montré tout de suite qu'il était là. Mais je pense que en fait, c'est tout lance un gros début de match, grosse intensité. Et je pense que pendant la première demi-heure, j'ai trouvé que Lens, je me demandais si c'était Marseille la réserve ou Marseille à Marseille, quoi, à un moment. Et c'est vrai que bon, après, coup de réussite, il y a un ballon contré, ça tombe dans les pieds de Thauvin, but. Bon, malheureusement, bon. Enfin, réussite. Il y a une perte de balle, il y a une relance dans l'axe, Franck, encore une fois. Tu vois. Bon, non. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Le mec, il intercepte pas, il contrôle pas. Ça contre, ça va en l'air, ça tombe dans le dos, ça tombe sur. Regarde l'action. Stop. Ouais, mais c'est un ballon perdu. Okay. Stop. Parlez pas tous en même temps. Et puis ça sera dans le débrief, s'il vous plaît. Je voulais juste qu'on termine sur l'aspect défensif avec Medina, avec les stats un petit peu de Steven Fortes. Qui sont parlantes. Steven Fortes, par exemple, sur ce match, en passes réussies, c'est 53 passes réussies. Et puis passes en profondeur, c'est seulement 7 passes en profondeur, donc 4 réussies. Il y a quand même une vraie différence avec la prestation de Medina, hein, Sylvain. Oui, bon, après le rôle est peut-être pas forcément le même. C'est pas l'homme qui va forcément relancer. Ouais. Après, les passes, c'est toujours assez ambigu comme statistique parce que si tu passes ton temps à faire des passes latérales ou des passes derrière, bon, oui, tu peux faire 300 passes dans le match, mais bon. Tu veux les duels? Non, ce qui est important, c'est les passes vers l'avant. Souvent, c'est les passes vers l'avant et les passes aussi que tu vas réussir dans la zone adverse parce que là, il y a beaucoup plus de densité, il y a beaucoup plus de présence, il faut te dépêcher. Parce que quand tu es derrière, alors la stat, oui, elle parle les 108 passes de Medina. Mais voilà, moi, ce qui est important après, c'est quand tu vas jouer vers l'avant, en fait, quand tu vas casser des lignes. Parce que si tu passes ton temps à donner à côté de toi, je pense que Medina a plus de passes vers l'avant que Fortes. Exactement. Oui, mais c'est ce que disent les stats de Monsieur Lance. C'est vrai que tu vois, on dit de Medina qu'on critiquait un moment par rapport à ses relances un peu limite tout ça, mais c'est vrai qu'il
il cherche souvent des passes pour casser des lignes, donc il prend une grosse prise de risque, mais quand ça paye, il a brisé une ligne en fait. Ouais, mais par exemple, tu vois, en tout début de match, à un moment, il est sous pression près du poteau de corner. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à se lever la balle. Ouais. Et il l'a mis en touche et après, il a rigolé. Ouais, voilà. Il a rigolé. Et là, j'ai fait bien. Facundo, bien. Facundo. Il a rigolé de lui-même. Non, mais c'était bien. Là, tu cherches pas. Qu'est-ce que tu vas relancer un long ballon, à prendre des risques et à te retrouver peut-être à mettre un ballon, une bonne praline plein axe. Et derrière, tu rends le ballon à l'adversaire et tu peux te déstabiliser à l'opposé. Prends pas de risques. Voilà, il faut savoir juger des situations. Des fois, il faut savoir jouer simple pour être efficace. Exactement. Et c'est la base du foot. Hein. Simplicité, c'est la base du foot. On va jeter un œil sur le classement pour terminer cette rubrique de Café Crème. Donc, le classement, regardez avec, ça y est, un seul joueur qui se détache, Seko Fofana, donc avec 3 Café Crème. Ensuite, on a le wagon des 2 Café Crème pour Sotoka, Badé, Kalimundo et Gaël Kakuta. Et puis ensuite, le wagon à 1 Café Crème depuis le début de saison. Clément Michelin, Ismaël Bourra, Steven Fortes et Jean-Louis Leca. Attention, on a du pain sur la planche, on y va, on passe au débrief de ce match nul face à Marseille. C'est parti. Lance Foot. Le débrief. Allez, on va rentrer dans l'analyse de ce match face à l'Olympique de Marseille. On commence par les statistiques de ce match avec Monsieur Lance Foot. Oui, donc sur ce match, du coup, on a 60% de possession de balle contre 40 pour Marseille. Ouais. 21 frappes lensoises. Il y en a eu 17 en seconde période. Mais seulement 3 cadrés. Donc pour 11 frappes marseillaises et 4 cadrés. On a eu 8 corners, ils en ont eu 4. On a fait 503 passes avec 83% de passes réussies. Contre 333 marseillaises et 68% réussies. Donc, ce qui veut dire qu'on a aussi réussi à couper les lignes de passes également. Et donc, concernant les duels, on en a perdu plus que gagné. On en a perdu 77 et gagné 65. Les Lensois ont carrément dominé la rencontre, hein, mais les Marseillais ont été beaucoup plus réalistes, malheureusement. Sylvain ou Eric. Eric n'est pas là, donc on va mettre Sylvain. Mais oui, et puis les Lensois ont encore commis des erreurs qui sont évitables. Bon, après, voilà, hein, c'est la vie d'un promu qui apprend, mais qui est capable de réagir. Mais moi, hier, je me dis, c'est dommage parce que, alors, autant tu peux parfois faire des erreurs et être déstabilisé par l'adversaire. Mais là, en fait, tu t'es déstabilisé tout seul. Sur le premier, Franck n'est pas d'accord avec moi. Hein. Mais pour moi, la relance de Doucouré dans l'axe, t'es pas obligé. Il y a Seko Fofana qui, sur sa gauche, donne à Seko le long de la ligne. Là, en effet, c'est un ballon contré. Et après, Thauvin, il fait un numéro. Non, mais ça, d'accord. Mais à aucun moment, tu dois perdre ce ballon-là. Et après, sur le deuxième, sur le coup franc, qui permet à Milik de marquer, au niveau du marquage, on est à la rue. Encore une fois, dans la surface. Voilà. Ce sont des petits détails. Oui, voilà. En fait, bon. On regarde le ballon, on regarde pas le marquage, en fait. C'est flagrant quand tu vois derrière, en fait. Mais après, j'entends Franquès qui, depuis quelques semaines, nous martèle. N'oubliez jamais que dans cette équipe, il y a la majorité de joueurs qui étaient encore en Ligue 2 la saison dernière. Ouais, Donc ouais, voilà, il y a une forme d'apprentissage. Mais c'est toujours un peu frustrant, en fait, parce que tu dis que c'est évitable. 70% des Rémi Buzine, qu'a-t-il manqué en première mi-temps pour ne pas rentrer à la pause avec 2 buts d'écart ? De marquer sur son temps fort, c'est-à-dire d'être efficace dans les 2 surfaces. C'est-à-dire que dans ce match-là, tu as les 5 premières minutes où on est vraiment à la rue, où tu vois Marseille qui domine, et puis finalement, on arrive à reprendre tout doucement le cours du jeu. On domine, mais on n'arrive pas à concrétiser. Et puis Marseille, voilà, sur des erreurs individuelles, ce que disait Sylvain, justement, l'apprentissage aussi de la Ligue 1, bah, tu prends un but parce que même si Marseille doute, même si Marseille va mal, tu as quand même des individualités qui, sur une touche de balle, sont capables de faire la différence. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Tu finis à 2-0 à la mi-temps, ça n'a rien à voir avec la physionomie de ce qu'on a pu voir. On voit les statistiques données par notre ami Optajan sont quand même très éloignées aussi et confirment tout ça. Donc, non, c'est d'être plus décisif dans les 2 surfaces. Et là, clairement, ce n'était pas le cas. Franck, en fait, Lens n'a-t-il pas été trop joueur dans les 20 derniers mètres ? Est-ce qu'on joue pas un peu trop au ballon ? Est-ce qu'on veut pas être trop propre, trop écoute, écoute, moi je trouve que justement, non, on a pris plus de risques au niveau des frappes à l'extérieur de la surface. Je sais pas si notre ami de la voix, Monsieur Lance-Foot, peut nous donner les stats, mais je pense qu'ils ont tiré pas mal au but. Il dit 17 fois en deuxième mi-temps, mais je pense que tu en as
surtout pas mal de l'extérieur de la surface. Donc, non, ils n'ont pas tergiversé. Je pense ils n'ont pas fait de passe superflue. Après, je vois des super passes en première mi-temps de Seko Fofana pour Flo Sotoka. C'est dommage. Celle-là doit être au moins cadrée parce que je pense qu'il est pas. Il a à peu près la même en deuxième mi-temps. Et pareil, il la cadre pas, tu vois. Un peu déçu par la finition de Flo. Bon, à part le but, forcément, mais il aurait pu en mettre 2 ou 3 faciles, en fait. Justement, j'allais vous poser 2 questions déjà. Est-ce que le loupé de Flo Sotoka en première mi-temps, est-ce que c'est pas le premier tournant, on va dire, de ce match? Et puis, on dit que Sotoka a eu pas mal de déchets, mais est-ce qu'il paye pas son manque de lucidité devant le but à cause de sa grosse débauche d'énergie très importante sur le terrain? C'est pour ça que je n'en veux pas, en fait. Ouais. C'est parce que, voilà, c'est pas quelqu'un, tu vas dire, il s'économise pour marquer les buts et rester dans la surface et être là au renard des surfaces. Et non, il donne tellement à l'équipe que quand, bah voilà, forcément, tu as un peu de déchets avec la fatigue, un peu moins de concentration, parce que voilà, tu as fait un effort, tu as couru 60 mètres et tu reviens te replacer, et voilà. Forcément, tu vas louper des choses. Et donc, mais je suis juste un peu. Tu peux pas lui en vouloir, par contre. Ouais. Je suis juste un peu déçu pour ça. Voilà, c'est ça. C'est parfois frustrant parce que c'est sûr que sur cette occasion-là, on se dit que oui, il croque un peu la feuille de match à ce moment-là, mais on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir parce que oui, il y a une débauche d'énergie qui est impressionnante. Il donne tout et il y a la lucidité dans le dernier geste qui est un peu compliqué, mais on lui reprochait déjà la même chose la saison dernière. Il a quand même progressé parce que je marque quand même un petit peu plus maintenant, mais quand tu déposes autant d'énergie, bah, c'est sûr que dans le dernier geste, c'est un peu compliqué. Et puis Florent Sotoka, il n'est pas forcément connu pour être le plus grand finisseur. C'est quelqu'un qui est hyper intéressant dans le collectif, qui va marquer de temps en temps, mais c'est pas celui qui aura forcément les statistiques les plus impressionnantes en fin de saison. Sylvain Charlet. Et puis il faut quand même rappeler que lui ne sort pas. Il a débuté les 6 derniers matchs. Aussi. En termes de temps de jeu, quand tu prends les joueurs de champ du Racing, eh ben c'est celui qui a disputé le plus de minutes depuis le début de la saison. 1695, je suis Monsieur Lance-Foot. 1695 pour Flo, et tu as 1631 pour Gaël Kakuta et 1573 pour Grady. Donc ouais, je pense que ça de temps en temps, ça se paye. Peut-être que ça s'est payé hier soir parce que c'est vrai qu'il a un des ballons en début de match. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça montre qu'il est indispensable. Mais voilà, il est juste indispensable aujourd'hui parce que voilà, Ganago pour l'instant, on ne peut pas compter sur lui. Banza, c'est pas trop mal. Le petit Kali, il est en train de revenir. Il fait une belle passe décisive hier. Corentin Jean, pour moi, il a un grand super rentrée. Exactement. Donc, ce qui fait que tu es un peu obligé, match après match, de laisser Flo Sotoka sur le terrain. Ouais, c'est un travailleur de l'ombre qui permet aux autres de briller aussi à côté. C'est-à-dire que tout ce travail de sable que lui fait permet aussi à des joueurs comme Kakuta et d'autres qui sont peut-être plus à l'aise techniquement de pouvoir briller. Ouais, donc Franck, tu rajoutes tout à l'heure à ce que tu disais, comme quoi Fofana et Kakuta étaient d'office sur la feuille de match. Là, tu peux rajouter Sotoka. En fait, dans la tête de Franck S, Sotoka, il est inscrit d'office, à moins d'une blessure ou d'une suspension. Il est là, le mec. Je parlais du milieu de terrain surtout. Ouais. On va passer, les amis, on va passer à la défense. On va s'arrêter sur la performance d'un homme qui a 40 poumons. C'est Jonathan Tlos. Est-ce qu'on a les stats sur ce match de Jonathan Tlos, monsieur Lance-Foot? Ça va être intéressant. Oui, Jonathan Tlos, donc encore énorme, un vrai TGV sur son côté droit. Il a touché 70 ballons. Il a fait 83% de précision de passe, 10 centres. Et il a gagné 3 duels, une passe décisive délicieuse, une galette. Et je rebondis sur 2 tweets de François Dubois, dans un premier temps, qui nous dit Tlos qui prolonge l'épiphanie. Il dépose galette sur galette. Belle réaction du groupe en seconde. On met fin à une mauvaise série à domicile et on avance. Et il y a aussi Tonton Gervais, qui paye son café crème à Juninho. Il pourrait être arrêté pour trafic d'organes tellement il a de poumons à revendre. Le danger est très souvent venu de son côté, récompensé par une passe décisive. Il répond toujours présent à chaque fois qu'il est sur le terrain. Les copains, c'est impressionnant. Limite, il est pas humain. J'aimerais bien savoir ses stats au niveau du kilomètre parcouru et à quelle intensité, à haute intensité. Ouais, le nombre de sprints. J'aimerais bien savoir. Monsieur Lance-Foot, c'est pour vous. Non,
n'entend passer plus, une hein. bonne soirée. Elle n'entend Je plus. vais passer une bonne soirée. Une VMode 24 minimum. Course intensité, il y en a fait 76. Non, non, tu m'as coincé, Code. Tu m'as Faut coincé. lui mettre un message tout de suite à Joe et je suis persuadé qu'il va réagir. Non, sur mais, non, mais, Ah, mais Allez, c'est un mot sur, intéressant de savoir. Là, par contre, c'était pas pour te piéger, mais j'aurais bien voulu savoir parce que j'ai trouvé aussi qu'il avait fait un gros match au niveau physique, en fait. Physique. Puis un peu à passe D, en plus, c'est magnifique. Ouais, parce Et on que. en parle. Ouais. Vas-y. On Vas-y, en Rémi. parle peu, mais pour moi, je pense que ce sera un joueur qui sera extrêmement sollicité en fin de saison. Hein. je crois, hein, Voilà, on malheureusement. parle beaucoup de Badé, de Medina, mais Jonathan Klaus, ça va être le cas aussi. Hein. Et selon la cellule de recrutement, il a un parcours très atypique. Il découvre la Ligue 1 à, je crois, 27-28 ans. Ouais, Il était en 27 ans. D2 allemand de la saison dernière. Franchement, quel profil ils ont été nous chercher là, quoi. C'est incroyable. Donc, vraiment, un joueur, il nous régale, quoi. Parce que c'est vrai que d'avoir des joueurs comme ça qui percutent sur leur côté, qui ne rechignent pas dans l'effort et tout, c'est tout ce qu'on aime au Racing. Donc, c'est super. Et j'espère qu'on pourra le garder la saison prochaine avec un Bollard plein parce qu'il nous régalera. Sylvain Charlet. Il a 28 ans, en fait, précisément. Il est né au mois de septembre. En fait, ce qui est génial, c'est la mentalité de Joe Klaus, parce que il fait partie, comme de nombreux joueurs de cette équipe, de mecs qui ont eu des parcours compliqués et qui savent d'où ils viennent, en fait. Et il aurait pu jouer, par exemple. Ouais, exactement. Il aurait pu jouer en Bundesliga. Parce qu'il était sollicité par plusieurs clubs et finalement il a préféré Lens parce que Lens, voilà, ça représentait quelque chose pour lui. Bon, lui il est de Strasbourg, la Méno c'est aussi un endroit où ça pue le foot en fait et où on adore ça, et il avait besoin de ça. Et moi je trouve que c'est intéressant, mais là hier, on a un petit problème de réception. On a un problème de réception avec toi, Sylvain. On te reprend dans 2 secondes. J'ai bien aimé ce qu'a raconté Jonathan Klaus. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il dit, il y a Jean-Louis Leca qui me dit, donc par rapport au match là, qui me dit stop, arrête de courir comme ça, tu vas être mort. Et il dit, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est voilà, ça fait partie de lui. Il faut qu'il court comme ça et à tue-tête. Rémi. C'est la générosité du type, quoi. C'est justement ce que je te disais à l'instant. On a envie de le voir dans un Bollard plein. C'est typiquement le genre de joueur qu'on adore au Racing. Un gars qui se défonce, qui va à fond sur le terrain, qui en plus a du talent. Donc quand tu as tout ça allié, franchement, des débordements comme ça le long de la Marek la saison prochaine, on a envie de voir ça, quoi, parce que c'est super. C'est un joueur qui est vraiment dans l'état d'esprit et qui fait partie des belles réussites. Donc pour toi, il va jouer qu'une mi-temps, quoi, le long de la Marek, quoi. Ouais, tu le mets à gauche en seconde et puis voilà. Autre défenseur, qu'avez-vous pensé de la prestation de Clément Michelin? Plus compliqué. Ouais. Sylvain? Après, c'est quand même un poste qui n'est pas le sien à l'origine. Hein. Là, il se retrouve à venir compenser dans la défense à 3. C'était quelque chose qui avait été innové par Francaise. Il a voulu le tester une nouvelle fois. Et en fait, c'est souvent, je ne sais pas ce qu'en pense Franck, mais en fait, il se manque sur son premier ballon. Dans la surface, et ça fait une grosse occasion pour Milik. Et en fait, le premier ballon, il est hyper important. Et je me demande si sur ce premier ballon, il ne s'est pas un peu mis la pression tout seul. Carrément. Carrément. Surtout qu'il était devant Milik, il n'a plus besoin de tacler, en fait. Je ne sais pas pourquoi il tacle. Et en plus, de son mauvais pied, du pied gauche, il essaye de tacler en mettant une balle derrière du pied gauche. Compliqué. Dans ce cas-là, tu mets un gros tacle, d'accord, mais avec ton pied droit et tu le mets en touche. Tu n'essayes pas de faire une passe difficile de ton mauvais pied. C'est vrai que quand tu n'es pas à ton poste et qu'en plus, sur la première touche de balle, tu te loupes un peu, ça ne te met pas en confiance pour la suite du match, clairement. Bon, après, je veux dire, dans le match, on n'a pas eu trop à lui reprocher. Il n'y a pas eu à part cette erreur-là. Après, c'est juste au niveau de la performance, je l'ai trouvé un peu moins bon que, par exemple, Fortes et Medina, c'est tout. Lens a beaucoup mieux terminé la rencontre que Marseille. Physiquement, on est au top de notre forme en ce moment ou pas? Qu'est-ce qui se passe là par rapport à une équipe comme l'OM? Ça se ressent nettement, non? C'est difficile à comparer avec l'OM parce qu'ils sont dans un contexte assez compliqué. On les remet dans le jeu sans le vouloir, ils mènent 2-0 à la pause et puis finalement c'est parce qu'on arrive à réduire le score assez rapidement qu'on crée une dynamique sur la suite du match. Mais est-ce que c'est vraiment physique? Alors c'est vrai qu'il faut saluer le staff de préparation physique, notamment les recrues qui sont arrivés de Reims, qui font un formidable travail et qui permettent au Racing d'avoir franchi un cap de ce côté-là. Mais est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer sur ce match-là où il y a peut-être aussi un contexte psychologique qui est important
face à une équipe de Marseille qui a vécu des derniers jours incroyables. Hein. Un centre d'entraînement avec des mecs qui envahissent le centre, un coach qui démissionne la veille en pleine conférence de presse parce qu'il veut pas de recrue, enfin de la recrue qui arrive. Enfin, c'est hyper compliqué. On a vu une équipe de Marseille qui est arrivée dans un état très difficile et le fait d'avoir marqué la 46e, ça a permis de nous remettre dans le match. Il y a ça aussi. Alors, à ce que j'ai compris, en fait, il y a une recrue, mais le coach n'était pas au courant. C'est ça. Ouais, le coach la voulait pas. Magnifique. Encham qui vient du Celtic en fait. Et ouais, c'est Pablo Longoria qui est le directeur sportif qui, entre guillemets, quand on écoute Villas-Boas, lui a imposé ce joueur qu'il ne voulait pas. Donc, il avait déjà présenté sa démission, là, il l'a représenté. Et cette fois-ci, ils n'avaient pas fait pareil également à l'époque de Bielsa. Bielsa, il n'avait pas pété un plomb parce qu'il y avait eu des recrues qui voulaient pas. Mais exactement. Mais il faut saluer C'est fou ça. Celle qui gère les conférences de presse, l'attachée de presse de l'Olympique de Marseille. Je crois qu'elle est juste à côté à chaque fois avec sa tête qui se décompose parce que des fois elle est même pas au courant de ce qui se passe. Elle arrive tranquille, il y a la petite conf d'avant-match où franchement il se passe pas grand-chose, hein, tout est bien policé. Et là, tu arrives et tu as le coach qui te démissionne, qui te fait un séisme en plein milieu et tu te décomposes quoi, parce que tu sais plus quoi faire. Et ça lui est arrivé 2 fois en quelques années. Mais Marseille, c'est vraiment le club à part. Il y a des séismes dans plein d'endroits, mais Marseille, tu as 2 trucs de ouf en l'espace de 3 ans. Bielsa et là avec Villas-Boas, quoi. Sujet, qui devient récurrent, malheureusement, pour le foot. Mais pas pour nous parce qu'on aime parler de ça, c'est l'arbitrage sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire, ça a pas mal balancé suite à Marseille. Je sais que le Franck est très énervé également sur l'arbitrage. Petit condensé de quelques messages des supporters avec Monsieur Lance-Foot. Oui, donc il y a Seik62 qui nous dit « Tacle à ces arbitres qui se croient au-dessus de la discussion et qui privilégient les clubs médiatisés. Notre public manque l'envahissement du terrain. On est la preuve avec 35 000 supporters qui hurlent « Il est bourré ». L'arbitre de touche n'aurait pas fanfaronné. Et il y a aussi Clem Lamar qui nous dit « L'arbitrage. Quand j'entends les Marseillais dire qu'ils sont défavorisés, ça me fait rire. Alvaro termine son match en prenant jaune sur une faute qui vaut rouge, sachant qu'il n'avait pris aucun jaune avant. L'assistant qui gêne Mauricio et qui ne s'excuse pas. Bref, à vomir. » Franck, tu voudrais pas te mettre à l'arbitrage? Ça pourrait nous rendre service. Hein. Non, mais en fait, voilà, c'est exactement ça. J'allais parler du cas Alvaro. Il a fait un nombre incalculable de fautes en première mi-temps et des fautes. Il y en a une ou deux d'anti-jeu qui auraient mérité un jaune. Première faute d'un Lensois, jaune. Ouais. À part, bien sûr, sur le premier tacle de Fofana, où il aurait pu, pour l'intention, mettre jaune. Donc là, il a été. Pardon. Seco aurait pu prendre rouge. Seco. On a un problème avec Sylvain. Ouais, on a un problème de connexion avec Sylvain. Ouais. Franck, donc au niveau arbitrage, Rémi, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de l'arbitre? C'est limite scandaleux, encore une fois. Hein. Encore une fois, c'est pour nous. Ouais, c'est compliqué. Après, oui, on disait que Seco aurait pu aussi prendre un rouge, donc il y a des choses qui peuvent équilibrer dans le match, mais on peut dire que dans l'ensemble, justement, il n'a pas forcément bien maîtrisé le match. Donc, les cartons, surtout. La distribution de cartons. Il en a mis je sais pas combien au Lensois, 3 ou 4, je crois, contre 1 au Marseillais, quoi, je pense, à Alvaro, et encore. Heureusement qu'il lui met, parce que là. Puis ça, c'est des trucs du rugby qu'il a fait, Alvaro. Alvaro n'aurait pas dû terminer le match. Donc oui, clairement, au niveau de l'arbitrage. Alvaro et Seco peut-être, tu vois, mais bon. Mais au niveau de l'arbitrage, tu as des trucs à redire, parce que là, c'est vrai que ça reste, entre guillemets, sans conséquences. Mais en fait, si, il y a des conséquences. Parce que quand tu prends des cartons jaunes, tu as la suspension si tu en prends 3 dans 10 matchs. Et depuis le début de saison, on prend quand même pas mal de cartons. Et ça a quand même des conséquences dans l'équipe de l'équipe. Il y a eu 4 cartons côté Lensois pour 2. Monsieur Lance-Foot, ouais, vas-y. Il y a eu 4 cartons côté Lensois pour 2 pour les Marseillais. Et qui à part Alvaro, je ne me rappelle plus. Et il y a eu Lirola qui fait la grosse faute. Lirola qui fait la grosse faute sur Massadio. Ouais. Oui, c'est ça. Ah oui. Ouais. On me dit que Monsieur Lance-Foot veut intervenir une nouvelle fois. Il est bavard, Monsieur Lance-Foot, ce soir. Ah oui, je suis bavard. Mais c'est parce que donc il y a Guy Doncha qui veut un peu nous mettre un tacle à tous, je crois. Il nous dit donc football égale sport collectif. Rien à carrer des analyses individuelles. Mais par contre, il nous pose une question assez intéressante. Aujourd'hui, on a sauvé 1 point ou alors on en a perdu 2?
Ah, il est énervé, Guy Dancha. Alors, Lens a gagné un point ou on a perdu 2 points? On a retrouvé Sylvain Charlet. Sylvain, à ton avis, on gagne. T'as ton micro coupé. On gagne un point ou on perd 2 points? On gagne un point. Ouais. Enfin, Lens gagne un point parce que tu reviens quand même de très loin. Tu es quand même mené 2-0 par l'OM. Oui, c'est vrai qu'il y a une fin de match qui fait que tu peux espérer. Mais bon, à la mi-temps, tu es mené 2-0. Il y a quand même du talent en face, même si c'est un groupe qui est en déliquescence. Pour moi, tu gagnes un point. Ouais, mais c'est quand même super frustrant avec toutes les occasions ratées. Oui, mais moi, avec un je début de regarde la course au remontada. maintien. Moi, je Et regarde la course au pour une maintien. fois, je suis d'accord Ouais, mais c'est avec, pas la course au avec Sylvain, merde. Moi, Je je suis dirais d'accord avec que Sylvain. pour moi, je pense qu'on perd vraiment 2 points parce que sur la Ouais, moi vision aussi. de mini-match, les statistiques sont vraiment en faveur du Racing. On a vu, comme je disais tout à l'heure, hormis les 5 premières minutes où on est vraiment totalement à côté, on se demande ce qui se passe. On monte en puissance au fur et à mesure du match, on n'arrive pas à concrétiser, on n'est pas efficace dans les deux surfaces et on se fait punir derrière sur des erreurs qui sont bêtes. Mais C'est sur exactement le pour match, ça qu'on dit qu'on a gagné un point. ouais, mais sur le match en lui-même, sur l'ensemble de la prestation, t'es quand même au-dessus, quoi. Je veux dire. Ouais, moi, je suis. Moi, Il n'y a pense pas de comme- problème. Mais je pense au comme bout d'un Rémi. moment, le football, c'est mettre des buts. Marseille, Bien on sûr. a mis 2 et t'en mettais pas. Même si tu avais un beau jeu, dominer n'est pas gagné, on l'a toujours dit. Bien sûr. Mais Donc ça reste frustrant quand même, je trouve. Tu vois. là, c'est frustrant, mais tu gagnes un point du coup. Ouais, Parce mais que si tu perds 2-0 à la mi-temps. Si tu perds 2-0, là, comme c'était le cas, tu perds 2-0 à la mi-temps, mais tu n'as que 2 tirs et tu marques 2 buts, tu reviens à 2-2, effectivement, tu peux dire, bon, voilà, on a gagné un point. Ouais. Mais quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, quand tu comptes le nombre d'occasions, la domination, alors oui, dominer, c'est pas gagner, mais je trouve que c'est quand même super frustrant. Moi, je pense comme Rémi, hein. Je pense que c'est plus On 2 a points de sauvé perdu. un point, on a sauvé un point, on a gagné un point, mais Oui, avec la oui. frustration de ne pas en avoir Ouais. plus, c'est tout. Pour terminer ce débrief, tiens, j'ai bien aimé un message de supporter qui nous a été envoyé. C'est Steve. Encore une fois, le Covid. Oui, j'en ai marre, car à 40 000 personnes, on asphyxie les Marseillais et on déclenche quelques infarctus dans les tribunes. C'est vrai que ça aurait été magique, un match comme ça. Je C'est pense. tellement Infarctus, frustrant. moi j'aurais dit, mais bon. Ouais, C'est tellement frustrant. infarctus. ce qui se passe, là encore. Infractus. Qu'est-ce que Ouais. tu dis? Infarctus, t'as dit. Non. Encore une loupade. Mais Bon, pas au montage. Hein. Non. Un loupage, Non, mais- s'il vous plaît, un loupage. un loupage, ça n'a rien à voir avec une loupade. Allez, Voilà. Frustration. on passe à tellement- demander le programme. Taisez-vous un petit peu, je vous trouve très très fatigant. On y va. Toi, Rémi. Lance Foot. Demandez le programme. Allez, les Lensois donc enchaînent avec une réception de Rennes, équipe 5e du championnat qui reste sur un match nul face à Lorient, des Rennais en course pour l'Europe et qui espèrent laver l'affront subi au match aller. Des Lensois qui, eux, auront à cœur de gagner enfin à Bollaert. Et puis surtout, on va dire de confirmer l'excellente seconde mi-temps réalisée donc face à l'OM. Ça sera aussi les retrouvailles d'un certain Bourigeaud, les copains, avec le Stade Bollaert. Ça donne quoi les dernières confrontations avec Rennes, monsieur Lance Foot? Alors, sur les 37 derniers matchs joués, on a gagné 14 fois, Ouais. on a fait 9 matchs nuls et on a perdu 14 fois. Donc, Ouais. c'est assez équilibré. Ouais. Match compliqué à venir pour ces deux équipes qui sont dans le wagon de tête du championnat. Sylvain? Oui, c'est un match compliqué, parce que ça reste une équipe performante de Ligue 1. Bon, elle a perdu un peu le fil, elle n'ira pas jouer, je pense, les 3 premières places du championnat. Elle a souffert face à Lorient, elle a été assez décevante quand même dans le jeu. Martin Taillard a été obligé de jouer à la pointe de l'attaque, ce qui n'est pas son poste. Moi, j'attends de voir, il y aura le retour de Guirassy, mais il va revenir de blessure, donc je pense qu'il sera encore un peu léger face à Lens. Il y a de la place, mais encore une fois, il ne faudra pas faire n'importe quoi et surtout éviter de courir après le score, en fait, parce que c'est un peu une spéciale avec le Racing. Là, voilà, il faut essayer de gérer le match pour ne pas donner de la matière à cette équipe rennaise, parce qu'encore une fois, voilà, il y a du talent. Kamavinga, le Grenier aussi, qui est vraiment revenu dans la boucle dans cette équipe. Ouais. Donc attention, prudence, mais Lens l'a démontré, Lens est capable de faire quelque chose. Sur la fin de match, Rennes ont eu chaud, parce que Lorient Exactement. aurait mérité de marquer. Bien sûr. On était plus proche de la victoire de Lorient que de Rennes en fin de match. Ce qui est quand même Rémi? beau, c'est de se dire que on est à ce stade de la saison quand même bien avancé et on est en concurrence avec le Stade Rennais pour une place à ce niveau-là du championnat. Alors, est-ce qu'on arrivera à tenir jusqu'au bout? Ça, c'est encore un autre débat, mais c'est quand même beau de se dire que sur ce match-là, il y a une concurrence directe, quoi. On est bien sur le là où on tableau. est, je te le Donc dis. c'est quand même pas mal. Après, Rennes, ils n'ont pas confirmé.
par rapport à la saison dernière. Ils restent dans le haut du tableau, hein, mais c'est vrai que c'est quand même plus compliqué pour eux cette année. Au-delà des résultats, c'est surtout au niveau du jeu. Hein. C'est-à-dire que là, tu disais il y a quelques instants, contre Lorient, si Lorient gagne, il n'y a pas de scandale. Et il y a beaucoup de matchs où c'est comme ça, c'est assez poussif cette année. Ils ont un peu de mal à confirmer ce qu'ils ont fait la saison dernière, alors qu'ils ont pourtant beaucoup investi sur le mercato. Si on parle vraiment en termes de qualité d'effectif, c'est sûr que le Stade Rennais de base est favori. C'était une équipe qui était troisième la saison dernière, qui a construit un effectif de Ligue des Champions, même si c'était compliqué pour eux, ils ont quand même recruté des bons joueurs. Mais l'alchimie, la mayonnaise, ça prend pas cette année. Ouais. On va jeter un œil sur la compo probable, comme à chaque fois dans Demander le programme. C'est la compo de Monsieur Lance Foot. Qu'est-ce qui nous a sorti cette semaine comme compo? On la regarde. Donc, au niveau de la compo, donc on repart sur un schéma classique, 3-4-1-2. Donc avec l'indéboulonnable Jean-Louis Léca dans les buts. On fait un petit peu souffler, on fait un peu tourner la défense avec Grady axe droit, Badé plein axe et Medina toujours à gauche qui revient très bien. En termes de piston, Klos et Boura, donc de l'autre côté. La paire de récupérateurs, Cahuzac qui n'a pas joué les 2 derniers matchs avec donc Seko Fofana, Kakuta en 10 et Sotoka, Kalimundo devant. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de cette compo? Elle vous convient? Vous la jouez comme ça ou vous faites quelques changements autres? T'as mis qui à le gauche? Boura, le petit Boura. Le petit Boura. Bingo. Ouais, le petit Boura, et pourquoi pas, il aura la place de Medina, mais après, c'est vrai que Medina est pas mal en ce moment. Et puis après, devant, ça semble cohérent parce que le petit Kali, il n'a pas débuté depuis un paquet de temps. Et je pense que là, vu ce qu'il a proposé en rentrant sur le terrain, il mérite de débuter un match là. Ouais, il a été le détonateur positif en deuxième mi-temps, c'est clair. Et Ganago, c'en est où là, les copains? On a des news de Ganago là? Non. On en saura plus. Il a du mal. Blessé, toujours blessé. Ouais, toujours. Je crois qu'il s'était étranglé avec une crêpe à Chandeleur ou quoi. Non mais Kalimundo qui démarre, je pense que c'est la moindre des choses. Moi, la seule chose que je pourrais peut-être critiquer, mais il a sûrement des raisons qui expliquent le fait qu'il soit pas titulaire que nous on ne connaît pas. Mais c'est vrai que le temps de jeu de Kalimundo me paraît parfois inférieur par rapport à ce qu'il montre sur le terrain. Je veux dire, il a quand même la plupart du temps toujours été intéressant, décisif. Et c'est parfois celui qui a eu moins de temps de jeu sur le turnover ces dernières semaines. Donc voilà, il y avait une question qui se pose dessus, où des fois je me disais pourquoi il n'a pas plus de temps de jeu, mais on n'a peut-être pas tous les éléments. Il se passe à l'entraînement la semaine. Ouais, il n'a pas débuté depuis Strasbourg, depuis le 9 janvier. 18 minutes face à Nantes, 12 face à Marseille, 31 face à Nice, 18 Montpellier et 45 Marseille. Donc peut-être qu'il a été moins percutant à l'entraînement. Peut-être que Franck a des choses à lui reprocher. Enfin bon, en tout cas, il lui donne du temps de jeu. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre, en l'absence de Ganago, à le voir un peu plus souvent. Après, peut-être que Simon Banza aussi a montré de très belles choses à l'entraînement. Et ça a validé aussi sa présence régulière dans le 11. C'est vrai qu'on ne voit pas tout. Il y a ça aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et Simon est plus dans le caractéristique de Ganago quand même au niveau... Mais sur le reste, c'est bien parce qu'il faut faire tourner un peu. On a gardé quand même la même équipe entre les 2 matchs. Il faut, je pense, faire souffler, faire tourner, puis continuer aussi de faire tourner. C'est important. On loue toujours cet état d'esprit, mais s'il y a cet état d'esprit, c'est aussi parce qu'il y a une gestion du coach Francaise qui est assez entraînante dans le sens où il y a beaucoup de turnover, quoi. Bon, il y a là aussi la chance cette année qu'on a le droit à 5 changements. Je pense que ça aide aussi beaucoup. Mais il fait tourner régulièrement et ça aide pour garder tous les joueurs concernés. Il faut le faire ce week-end encore. Ça aide, mais moi j'aime bien quand tu as une équipe quand même. Le turnover, c'est bien quand tu as beaucoup de matchs et quand tu es sur plusieurs compétitions, j'ai envie de dire. Ça, c'est important. Si tu as les Coupes d'Europe, si tu as les Coupes et tout. Mais des fois, le turnover, des fois, tu sais, alors que tu restes sur une bonne prestation, tu sais que tu vas sortir, c'est frustrant. Ça peut, de temps en temps... chiant. Sylvain. Sans aucun élément tangible, c'est juste comme ça un feeling en parlant ensemble. Je me dis que peut-être qu'on fera souffler pour la gestion du groupe, la gestion physique, Kakuta et Sotoka, parce que tu peux aussi récompenser, pourquoi pas Corentin Jean, même s'il est un peu loin des autres, et récompenser surtout Mauricio. Récompenser Corentin Jean, pourquoi? Désolé, mais j'ai bien aimé la tête. Allez, relancer Rémi. Relancer. Oui, relancer, parce que récompenser, les entrées sont un peu mais est-ce que tu peux le relancer contre Rennes? Pourquoi pas? C'est un concurrent direct en ce moment. On est à 2 points. On a 2 points. 2 points d'écart entre les deux. 35 pour Rennes et 35 pour nous. Après, s'il est vraiment à côté de la plaque, comme on l'a dit, on a 5 changements. Est-ce que tes objectifs changent? Bien sûr que c'est plus les mêmes objectifs.
Ils veulent Le l'Europe. maintien, il a acquis, ça y est, le maintien, on l'a, les gars. Il Vous est savez acquis bien. Oh, possible. Ah oui, il a acquis le maintien. Attends. A priori, Joseph, Arrêtez avec cette course au maintien, a arrêtez, les gars. priori, l'idée, ce serait pour les futurs droits télé, là, en espérant que. Ah oui, plus Ouais, possible. ça serait entre 8 et 12. Ce serait idéal pour permettre au club financièrement de retomber un peu sur ses pieds. Allez, on clôt le débat, on passe au jeu des pronostics parce que je m'inquiète pour la petite santé de notre Rémi. Là, il commence à avoir le nez rouge. Je rappelle qu'il est en train d'enregistrer l'émission sur un banc public dans un square C'est parisien. le vin qu'il a bu avant. Ça. Mais tu sais, Cyril, c'est très bien présenté. En fait, je suis dans un hall où il y a un local poubelle. C'est juste ça. C'est beaucoup moins glamour que ça. Ah, c'est sexy, la je fais capitale. juste à côté, tu vois. Ah, Voilà. c'est sexy, la capitale. Hein. Allez, on passe au jeu des pronostics. C'est parti. Lance Foot. Le jeu des pronostics. Alors, encore une catastrophe. Seulement un membre de la Dream Team a réussi donc à avoir seulement la tendance, même pas le bon score. C'est notre ami Yaya, ce qui donne au classement. Regardez, premier Guillaume Gillet toujours avec 10 points. Deuxième et troisième Sylvain Charles et Franck Quedru avec 7 points. Quatrième Eric Sicora avec 6 points. Rémi Buzine, cinquième avec 5 points. Aléadine Yaya, donc qui prend un point, qui passe sixième avec 4 points. Walid Mesloub, 3 points. Et donc, Johan Lachor qui ne décolle toujours pas. 0 petit point, mais il est arrivé un petit peu à la bourre dans ce championnat des pronos de Lance Foot. Et si Attention, Walid il perd, on va manger où? on ne sait pas encore. Je choisirai. Ah, mais le pire, c'est que s'il n'y a pas de resto, on fait quoi? C'est encore faire. On ira tous chez Sylvain Charlet. On fait Manger un peu de, une on fait raclette. un peu de pub. Oh non, un barbecue. Allez, c'est parti, le jeu des pronos. Walid Mesloub a pronostiqué donc face à cette équipe de Rennes 2-0 pour Lens. Guillaume Gillet 2-1 pour Lens. Johan Lachor, match nul 1-1 comme Aléaïdine Yaya 1-1. Vous savez quoi? On va appeler Eric Sicora. On va le faire, tiens. C'était pas du tout prévu. On va voir. Parce que je rappelle que Eric Sicora était prévu pour l'émission. Malheureusement, c'est son. Ah bah on va couper le numéro 06 85 23 Bon, donc voilà, Eric est bien en train de fêter son anniversaire. Il ne décroche même plus à ses Non, potes. là, il dort. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, tu parles. Franck Le Quedru, mec, il dort depuis 2 heures. pronostic, Franck Quedru. Oh, je sais pas, franchement. Allez. Je vois bien Lens gagner, mais je vais dire 3-1. 3-1 pour Lens, c'est pas mal. Sylvain Charlet, Un partout. 1 partout. Rémi Buzine, 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens, c'est noté. Et on verra ça ce week-end. On passe à l'actu Lance Foot. Alors, cette semaine, au menu de l'actu Lance Foot, on va démarrer avec le beau geste du boss Joseph Augourlian. Car si vous ne le savez pas, eh bien, nous avons appris que Joseph Augourlian a remis la main au portefeuille il y a peu de temps. Sylvain, c'est toi qui as sorti cette info. Explique un peu ça. Bah, en fait, ça s'est passé lundi dernier, puisqu'on Ouais. a accueilli sur l'antenne de France Bleu Nord Arnaud Pouille pour faire le point sur la situation au Racing Club de Lens. Voilà, il était dans une phase de communication, il avait parlé à la Voix du Nord et à la Voix des Sports, donc il est passé aussi chez nous. Et puis, bah, forcément, on a évoqué la crise financière, la baisse des salaires de l'ensemble des salariés, et puis on a demandé, bah, par la même occasion, si Joseph avait dû réinjecter de l'argent au vu de la situation actuelle, hein, c'est-à-dire que voilà, le Covid, l'absence de droits télé, et c'est là qu'Arnaud Pouille nous a confirmé qu'il avait réinjecté début janvier plusieurs millions d'euros. Alors forcément, la question qu'on a posée dans la foulée, c'est de savoir combien. Ben, il n'a pas répondu. Et Joseph, contacté par texto pour l'instant, pareil, n'a pas développé les choses. Voilà, ça reste un sujet pas tabou, mais pour l'instant, on ne veut pas communiquer sur ce sujet. On en saura plus quand le club repassera devant la DNCG. Et Arnaud Pouille nous a dit qu'il réservait ses chiffres à la DNCG. Enfin, que Joseph réservait ses chiffres à la DNCG. Mais bon, en tout cas, beau geste à nouveau de Joseph. Du patron. Ouais, du patron, Joseph Augourlian. Bravo à lui. On a quand même une chance assez extraordinaire, hein, Rémi, Franck. J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet rapidement, 30 secondes chacun. On a une chance extraordinaire d'avoir un patron comme Joseph Augourlian. Hein. Pour 2 raisons, c'est-à-dire qu'à la fois il a la surface financière pour faire face et en plus de ça il veut faire face parce qu'il y en a certains qui l'ont mais qui ne le font pas. Donc
c'est vrai qu'en fait, Joseph Fougourlier, on a l'impression qu'il est arrivé au Racing au départ, il y avait quelque chose qui était plutôt financier, puis il est un peu tombé dans la marmite, il est devenu passionné du Racing, et il y va. Au départ, c'était on comble les pertes parce qu'on est en Ligue 2, en Ligue 1, ça ira mieux, puis on se retrouve aujourd'hui dans un contexte où malheureusement, avec le Covid, les droits télé défaillants, le stade vide où la billetterie, il n'y en a plus, tu te retrouves à devoir remettre la main à la poche, et heureusement qu'on l'a, et ouais, il a remis le club sur des bons rails, quoi. Franck? Non, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui s'est pris au jeu et qui a été piqué par le Racing, en fait. Donc, je pense qu'il est, il est vraiment amoureux de ce club dorénavant. Au départ, je pense que c'était une belle opportunité pour lui d'avoir un club. Et je pense qu'il s'est vraiment pris au jeu et piqué par le Racing. Donc, non, c'est une bonne chose. En plus, voilà, ce qu'il fait là, de mettre. Et puis, c'est tout à ton honneur d'avoir rien dit, pas communiqué. Voilà, ça prouve c'est ça, en que plus. voilà, c'est une bonne personne, quoi. Non, et puis je trouve aussi que les salariés lui disent merci aussi à leur manière. Parce qu'Arnaud Pouille aussi racontait chez nous que voilà, quand on a évoqué la baisse des salaires, il faut savoir que officiellement, Lens est le seul club à avoir baissé ses salaires. On parle des joueurs, mais on dit des salariés. C'est-à-dire que ça va de la secrétaire à Jean-Louis Descartes. Et en fait, c'était important pour l'ensemble des salariés du club de dire à Joseph, voilà, nous aussi à notre niveau, on va jouer le jeu. Montre, on est solidaire et on vous remercie de faire tout ce que vous faites pour le club. Vraiment, dans ce club-là, il se passe des trucs, c'est quand même assez incroyable. Vraiment, moi, je suis assez solidarité. La solidarité. Je suis fasciné. Tout le monde est dans le même bateau et ça, c'est top. Voilà, il n'y a que comme ça que le club ira vers le haut, quoi. Autre info, les amis, dans l'actu Lens Foot, c'est le message fort, on peut le dire, qu'envoie la direction avec, au vu du prochain mercato, la prolongation déjà des contrats. Regardez, c'était sur lensois.com. Des prolongations actées pour Cahuzac, Leka et Aïdara au Racing Club de Lens. Rémi, c'est bien déjà ça. Ça, déjà, c'est acté, on s'occupe plus de ça. C'est super, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a une direction qui est aussi dans l'anticipation, dans la préparation de la saison prochaine. On comprend maintenant que le maintien il est acquis, mais il faut préparer la suite. Des joueurs comme Leka, Cahuzac, ils sont hyper importants. Au-delà du jeu, c'est aussi l'importance dans le vestiaire. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont très importants dans l'état d'esprit aujourd'hui. C'est un peu les grands frères dans une équipe où il y a aussi beaucoup de jeunes qui découvrent la Ligue 1, ils ont l'expérience, ils ont le recul sur les événements et ils sont précieux. Massadio Aïdara, voilà, quand il est arrivé de Newcastle à l'époque, il revenait de plusieurs saisons, il n'avait pas joué. Il s'est imposé tout doucement au Racing. L'année dernière, je me souviens que personne ne le mettait en équipe type et finalement, il a fait une bonne saison. Il a confirmé en Ligue 1, donc c'est bien aussi qu'il prolonge et il faut continuer comme ça. Je pense qu'il y a aussi d'autres discussions qui sont en cours, notamment, je crois, avec Jonathan Gradit et d'autres joueurs. Et il faut penser à préparer la suite. Il faut blinder les contrats parce qu'on sait que ça va attaquer cet été. Alors, pas forcément sur les cas Cahuzac parce que c'est pas forcément ces joueurs-là qui vont être attaqués au mercato, mais il faudra peut-être aussi que ça passe aussi par d'autres prolongations de contrats parce qu'on sait que plus les joueurs ont un contrat qui va dans le temps, plus on peut les revendre plus cher ou être moins difficilement attaquables sur le mercato. C'est pour ça j'aurais commencé par Klaus, Badé et exactement. Moi j'attends. Mais après, ça se trouve, ils sont mis d'accord aussi. Ouais, après il faudra voir parce que ce qui va être hyper important et après on connaît ces joueurs-là, mais on va les attendre sur l'état d'esprit et sur l'envie de passer le témoin. Parce que voilà, ils seront là, mais j'imagine que ça veut dire qu'en gros, ils seront encore là la saison prochaine pour permettre aux minots qui sont derrière de prendre leur place dans les meilleures dispositions possibles. Parce que l'une des tendances, ce serait qu'a priori, Farines, s'il est encore là la saison prochaine, il devienne le numéro 1. La tendance aussi dans l'entrejeu, ce serait que Doucouré, s'il est encore au club, il devienne incontournable à côté de Fofana et que Cahuzac laisse sa place. Parce que si on a des joueurs à 34, 35, 36 ans qui s'accrochent à leur poste, là, ça devient un problème de les avoir prolongés. Mais après, il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, ce sont les patrons du vestiaire. Voilà, ce sont les piliers. Ils sont juste incontournables dans le vestiaire. Je pense pas qu'en termes de mentalité, tu peux craindre de la part de Lec ou de KU. Les mecs, je pense que le rôle de grand frère. Voilà. Non, mais tout à fait, je comprends bien. Je pense que le rôle de grand frère, si tu leur expliques, si en plus un mec comme Franck Hez, on le sait et on le disait tout à l'heure, en termes de management, il est très très fort. Je pense qu'il a déjà eu forcément avec la direction cette discussion-là avant de signer. Et je pense que c'est acté. S'ils doivent jouer un rôle de grand frère, ils vont le jouer sans aucun problème. Et puis Cahuzac, la dernière année où il était à Toulouse, il jouait pas beaucoup et tout le monde a loué son état d'esprit. Donc je
soucis. Jean-Louis Cage, je me fais pas de soucis non plus, il arrivera à s'adapter. Puis encore pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'il serait remplaçant la saison prochaine. Il y aura surtout une question qui se posera sur le poste de gardien numéro 2 par rapport à Farinez, qui voudra-t-il passer une seconde saison sur le banc avec le statut d'international qu'il a. Donc c'était possible pendant une année parce qu'il y avait les questions d'adaptation, etc. Mais l'année prochaine, par contre, c'est soit les cas passent en 2, Farinez en 1, soit tu cherches un nouveau numéro 2. Ça, c'est une autre question. Ce qui se passe à l'entraînement aussi. On en reparlera, les copains, on en reparlera. Lance Foot, c'est terminé, ça touche à sa fin. On va donc bien évidemment re-excuser Eric Sicora, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, faute d'anniversaire. Et puis, on va terminer avec une annonce, une nouveauté. C'est un partenaire, regardez, voilà, il est là. C'est Lançois.com. Lançois.com, le site de référence numéro 1, qui est une véritable institution, le site d'actualité sur le Racing Club de Lens. On a trouvé ça, l'idée vraiment géniale de cette synergie entre ce média qui est une institution, qui a plus de 20 ans, je crois, et puis ce nouveau média qu'on a créé, Lens Foot. Voilà, la synergie des deux. On va pouvoir faire de belles choses. D'ailleurs, l'émission est donc à voir toutes les semaines sur Lançois.com. Vous pouvez pas la louper. Donc, on est très heureux de ce partenariat. Ça continue, Lens Foot continue à s'agrandir. Autre bonne nouvelle, les copains. Jacques Michel. J'ai essayé, ils ont dit non. Autre bonne nouvelle, les copains. C'est le record historique d'audience. L'émission de la semaine dernière, écoutez bien, en 24 heures, on a fait le chiffre de 3 jours, entre 2 et 3 jours habituellement. Donc voilà, c'est la preuve que Lens Foot cartonne encore. Un grand merci à vous, un grand merci à tous les consultants, à tous ceux qui font de Lens Foot. À tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne et tout. Ouais. C'est clair. Continuez à vous abonner. C'est très, très important. Sylvain. Juste dire que sur les droits télé, on a négocié. On a négocié 3% pour le salaire de Franck Quedru. Canal, ils vont te filer 3%. Ils vont te filer 3% sur les droits. C'est pas assez pour lui. C'est pas ça assez. Me soulage, c'est bien. Bon, on aura l'occasion de développer parce que là, ce soir, on n'a pas trop de chiffres, mais la Ligue a trouvé un accord avec Canal pour donner tous les droits de la Ligue 1 à Canal. La Ligue 2 sera diffusée sur beIN Sport. Et notre ami Pierre Rondeau, l'économiste du sport, spécialiste du foot, tweetait tout à l'heure, parce que pour l'instant, on n'a pas de chiffres. Peut-être qu'on aura les chiffres dans la journée, donc vous aurez les chiffres avant cette émission. Mais selon lui, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça permettrait à la Ligue 1 de récupérer sur la saison entre 650 et 700 millions d'euros. On rappelle qu'avec Mediapro et Free, c'était 1,2 milliard. Donc voilà, au moins sur l'année, sur la saison, on en serait là. Ce serait mieux que rien, j'aurais tendance à dire. Des estimations qui montaient même jusqu'à 917 millions d'euros, je crois. Mais bon, on en reparlera. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle, il faut quand même le dire. C'est quand même hyper important de dire, c'est une bonne nouvelle parce que c'est sûr que c'est pas l'aussi beau contrat qu'on pouvait voir en début de saison, mais ça peut permettre de sauver pas mal de choses. Et si on parle par rapport au Racing, sauver des clubs surtout. Sauver des clubs, et ça peut permettre aussi par rapport au Racing de voir peut-être un peu plus sereinement, parce qu'on va peut-être on va probablement finir plus haut que ce qui était budgété en début de saison. Il y aura peut-être moins à la clé que la place qu'on aura, enfin ce qui aurait dû être donné avec Mediapro, mais ça compensera sûrement. Allez messieurs, on se quitte. Merci et un grand bravo à Rémi Buzine qui a fait toute l'émission dehors. Je rappelle qu'au moment où on enregistre l'émission, il fait, je sais pas, il doit faire quoi, 4-5 degrés, non non, mais là, vous me jetez des fleurs pour rien. Il fait 15 degrés. Je pense que le réchauffement climatique a fait son rôle plus que prévu. 15 degrés à Paris, c'est 5 degrés chez nous. Hein. C'est vrai que. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, passez une très très belle semaine. Continuez bien évidemment à vous abonner sur Lens Foot, la chaîne YouTube. Vous qui nous regardez, cliquez sur abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les copains. Ciao. Salut. Ciao.